Ce soir-là, Paris brille derrière les grandes vitres du dernier étage. Les lumières des immeubles dessinent des constellations irrégulières, et le bruit de la ville monte comme un souffle lointain. Dans le bureau d'angle, encore éclairé alors que tout l'étage est plongé dans la pénombre, un homme reste immobile devant un écran d'ordinateur qui vient de s'éteindre. Il s'appelle Adrien Valmont, 40 ans, PDG d'un groupe de tech en pleine croissance. Pour la presse économique, c'est le génie des startups devenu capitaine d'industrie. Pour ses investisseurs, c'est un visionnaire exigeant. Pour sa fille de 8 ans, c'est papa qui oublie parfois le goûter, mais qui sait faire les meilleures crêpes du dimanche. Pour lui-même, ce soir, c'est surtout un homme terriblement fatigué qui se demande à quel moment sa vie lui a échappé. Sur son bureau, parmi les dossiers et les contrats, une petite chaussure rose traîne encore, oubliée là le matin quand Emma a joué avec son pied pendant qu'il répondait à un mail urgent. À côté, une feuille de dessin avec 3 personnages. Une petite fille au sourire immense, un monsieur avec une cravate bleue et une femme avec de longs cheveux bruns. Au-dessus, en lettres appliquées, « Ma famille ». Adrien passe le doigt sur la silhouette de la femme dessinée. Elle n'est plus là depuis 3 ans. Un accident de voiture stupide, une pluie d'automne, un appel qui n'aurait pas dû être pris au volant. La police a dit « ça a été rapide ». Le médecin a parlé de choc. Lui, il n'a rien entendu. Il ne se souvient que du cri d'Emma dans le couloir de l'hôpital, un cri qui lui revient encore certaines nuits. Il coupe enfin son ordinateur, enfile son manteau et prend la petite chaussure rose qu'il glisse dans sa poche. Il sait qu'Emma râlera demain matin en la cherchant partout. Il se dira alors que c'est bien, qu'elle râle comme une petite fille normale, que la vie continue. À l'autre bout de la ville, dans un appartement trop petit, mais soigneusement rangé du 19 arrondissement, une femme ferme doucement la porte de la chambre de son fils. Camille Moreau, 34 ans, mère célibataire depuis 1 an. Elle travaille comme infirmière dans un hôpital public au nord de Paris. Ses mains savent poser des perfusions dans l'urgence, rassurer un patient paniqué, soutenir un collègue à bout. Ses mains savent aussi se crisper sur un sac de course quand son ex-mari hausse la voix devant le juge, ou trembler légèrement après une garde de nuit où elle a tout donné. Sur la petite table de la cuisine, les papiers du divorce forment une pile austère. Elle a signé. Lui aussi. C'est officiel. Leur mariage, leurs promesses, leur dimanche chez les beaux-parents, leurs vacances à la mer, tout tient désormais dans une chemise cartonnée. Au mur, un dessin accroché par un aimant en forme de dinosaure. On y voit un garçonnet avec un ballon, une femme avec un chignon approximatif et un vide à côté d'eux. Son fils, Lucas, a insisté. « Je ne veux plus dessiner papa, il me fait mal au ventre. » Camille n'a pas insisté. Elle a simplement posé sa main sur sa petite tête blonde. Elle regarde l'horloge. 22h42. Demain, elle a une journée difficile. Matinée d'école pour Lucas, puis rendez-vous avec la directrice pour parler de son manque de concentration, puis garde de 12 heures à l'hôpital. Elle se sent déjà épuisée. Et quelque part, sous la fatigue, une conviction s'est installée, dure comme de la pierre. L'amour, ce n'est plus pour elle. Elle a donné, elle s'est trompée, elle s'est brûlée. Elle éteint la lumière de la cuisine, laissant seulement la veilleuse en forme d'étoile dans le couloir. Dans le silence de l'appartement, le moindre grincement semble trop fort. Elle se glisse dans son lit, seule, et murmure pour elle-même, presque sans voix. Tant pis, on sera juste Lucas et moi, ça suffira. Le lendemain matin, la ville se met en marche. Le métro se remplit de regards encore endormis. Les boulangeries alignent les croissants dorés derrière leurs vitrines. Devant l'école élémentaire Jules Ferry, dans une rue bordée de platanes, des parents attendent la sonnerie en se battant avec des fermetures éclairs et des cartables trop lourds. Adrien, chemise impeccable, mais manteau légèrement froissé, tente de coiffer les cheveux d'Emma avec un élastique rose. « Aïe, papa, tu tires. Désolé mon cœur, reste tranquille, je vais y arriver. » « Mais maman, »
Elle faisait mieux. Le mot tombe, simple, sans méchanceté, mais il lui serre la poitrine. Il inspire profondément. Je sais, je m'entraîne, tu vois. Un jour, je serai presque aussi doué qu'elle. Emma rit, désamorquant le nœud dans sa gorge. À côté d'eux, une voix féminine retentit. Lucas, t'es lassé. Tu veux encore tomber dans la cour? Viens ici, je vais les refaire. Adrien tourne la tête. Il voit une femme accroupie, en djent et manteau long, en train de refaire avec précision les lacets d'un petit garçon qui gigote. Elle a les cheveux attachés à la va-vite, un sac en bandoulière glissé sur l'épaule, des cernes légères sous les yeux. Mais dans son geste, il y a une douceur ferme qui attire le regard. « Tu tiens debout 2 secondes ?» dit-elle en riant. Le petit garçon sourit, et lorsqu'il se redresse, il croise le regard d'Emma. « Hé, t'as un élastique licorne ?» ?»« Oui, je l'ai choisi moi-même. » Les 2 enfants se mettent à parler comme s'ils se connaissaient déjà. Adrien échange un sourire poli avec la femme. « Ils sont dans la même classe, je crois, » dit-elle. « Lucas, tu es avec maîtresse Sophie, c'est ça ?»« Oui, » répond-il, déjà passionné par l'élastique licorne. « Emma aussi, » confirme Adrien. « C'est leur première année ici. On vient d'emménager dans le quartier. »« Exécise, dung incasicise. » Elle hoche la tête. « Nous aussi, enfin. Presque. On a changé d'école cette année. Je m'appelle Camille. » Elle tend la main, geste un peu formel pour un trottoir d'école, mais c'est sa façon à elle de mettre une distance respectueuse. Il la serre, surpris par la chaleur de sa paume. Adrien, enchanté. Les regards se croisent une seconde de trop. Lui remarque que, malgré les cernes, ses yeux sont d'un vert profond, presque lumineux. Elle note son air concentré, la façon qu'il a de se pencher légèrement vers sa fille quand elle parle, comme s'il voulait absolument tout entendre. La sonnerie retentit, les enfants se précipitent vers le portail. Emma se retourne, l'air soudain inquiet. « Papa, tu viens me chercher ce soir, hein? Pas trop tard ?» Il hésite. Réunion avec le board à 10 à 7 heures, conférence call avec les investisseurs américains après. Je ferai de mon mieux, d'accord? Sinon c'est mamie qui viendra comme la dernière fois. Mais je veux que ce soit toi. La phrase reste en suspens. Camille entend le petit tremblement dans la voix de la fillette. Lucas, lui, s'agrippe à la main de sa mère. Maman, tu viens ce soir? Je suis de garde à l'hôpital, mon lapin. C'est mamie qui viendra te chercher. Mais je t'appelle à la sortie, promis. Lucas baisse les yeux. Il ne pleure pas. Il ne proteste pas. Il hausse juste les épaules, comme un adulte résigné. Ça serre le cœur de Camille. Le portail se referme sur les enfants. D'un même mouvement, Camille et Adrien restent quelques secondes plantés là, comme si leur corps refusait de s'éloigner si vite. La culpabilité de parents qui travaillent, hein, souffle Camille avec un petit sourire triste. Adrien laisse échapper un rire nerveux. Je crois que c'est dans le package, oui. Vous travaillez dans quel domaine? Infirmière, à l'hôpital Bichat. Et vous? Il marque une légère pause. Il sait que cette réponse change souvent le regard des gens. Je dirige une entreprise de technologie. Elle acquiesce, sans commentaire de plus. Pas de « waouh », pas de blague sur les PDG toujours débordés. Rien. Juste un léger mouvement de tête, comme si elle classait l'information sans en faire un sujet. C'est reposant. Et avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit de plus, un téléphone sonne, celui de Camille. Elle jette un regard à l'écran, grimace. « Désolé, c'est l'hôpital. Bonne journée, Adrien. » Elle s'éloigne en pressant la touche « Décrocher », sa voix professionnelle prenant le relais. Adrien la regarde partir un instant, puis se rappelle qu'il est lui-même en retard pour une réunion. Ils se séparent, chacun emportant avec lui un écho du regard de l'autre, sans se l'avouer encore. Les semaines suivantes, leurs chemins se croisent et se recroisent, comme si la vie avait décidé de jouer les entremetteuses discrètes. Il y a d'abord les sorties d'école. Adrien n'est pas toujours là. Souvent, sa mère prend le relais, mais les jours où il peut venir,
Il arrive en courant, la cravate de travers, le téléphone encore à la main. Emma l'attend, parfois un peu boudeuse, parfois avec des dessins à lui montrer. Camille, elle, alterne entre horaires de jour, de soir, de nuit. Quand elle n'est pas d'astreinte, elle est là, manteau sur les épaules, un café à la main, le regard fatigué mais présent. Parfois, sa mère vient à sa place, mais Camille tient à faire l'effort dès qu'elle le peut. Lucas a besoin de la voir au portail, même si ce n'est pas tous les jours. Un jeudi pluvieux, alors que la cour se vide, Emma et Lucas sortent en dernier, tenant chacun une feuille plastifiée. « Papa, on a un projet à faire pour l'école », s'exclame Emma. « Maman, on doit faire une maquette », ajoute Lucas. Camille et Adrien se tournent l'un vers l'autre, avec le même soupir d'anticipation. « Une maquette de quoi ?» demande Camille en prenant la feuille des mains de son fils. « De notre ville idéale », lit Adrien à voix haute sur le document d'Emma. En binôme. Emma tape des mains. « Je suis avec Lucas. On a décidé tout de suite. » Lucas hoche la tête avec enthousiasme. « On fera des parcs partout et des boulangeries avec des pains au chocolat à 50 centimes. » Camille sourit malgré elle. Ambitieux, Adrien lit les consignes. Date de rendu. Dans 2 semaines. Maquette en carton. Objet de récupération. Il ne recule devant rien. Il se regarde, un peu désemparé, un peu amusé aussi. Organiser des temps de travail pour un binôme qui habite visiblement à proximité implique de se voir, de s'organiser, de laisser entrer un inconnu dans son quotidien. On pourrait faire ça le week-end, propose Camille. Les enfants peuvent travailler ensemble chez l'un, puis chez l'autre, non? Adrien réfléchit à sa semaine déjà saturée de réunions, de déplacements, de plans stratégiques. Puis il croise le regard d'Emma, ses yeux brillants d'excitation. « Ça me va, dit-il. Samedi après-midi chez nous, si vous voulez. On a de la place et beaucoup de cartons, malheureusement. » « Pourquoi malheureusement ?» demande Lucas. « Parce que ton futur copain de maquette adore commander trop de choses pour son entreprise, et on finit avec des montagnes de cartons. Les enfants éclatent de rire. Camille aussi. Parfait. Et le week-end d'après, chez nous. Ça vous ira ? » Cette fois, c'est à Adrien de hocher la tête. Le samedi, Emma et Lucas débarquent sur le tapis du salon avec des feutres, des ciseaux et une imagination débordante. L'appartement d'Adrien est spacieux, moderne, presque trop bien rangé. On devine un décorateur d'intérieur passé par là, mais aussi les efforts d'un père pour rendre l'endroit chaleureux. Dessin d'Emma encadré, peluche qui traîne, déguisement rangé dans un coffre. Camille observe tout cela avec un mélange de curiosité et de retenue. Elle n'a pas l'habitude de se retrouver dans ce type d'univers. Chez elle, rien n'est vraiment assorti. Les meubles viennent de plusieurs vies. Certaines tasses sont ébréchées, mais gardées pour leur histoire. « Vous voulez un café ?» propose Adrien. « Volontiers. Noir, sans sucre. » Ils s'installent à la table de la cuisine, d'où ils peuvent voir les enfants étaler leurs cartons. « Tu crois que dans la ville idéale, il y a école que le matin ?» demande Lucas. « Oui, comme ça l'après-midi. C'est que des parcs, » répond Emma. Adrien sourit en écoutant. Ils ont une vision très claire de leurs priorités, on dirait. Très lucide même, répond Camille. Le silence s'installe un instant. Pas un silence gêné, mais un de ceux où l'on sent la place pour quelque chose de plus profond. Adrien le rompt le premier. Lucas m'a dit que vous travaillez beaucoup. Il exagère un peu, je crois. Mais oui, les horaires d'hôpital, ce n'est pas vraiment compatible avec l'idée qu'on se fait d'une vie de famille idéale. Elle joue avec la anse de sa tasse. Et vous, PDG? Ça ne doit pas être de tout repos non plus. Emma m'a dit que vous avez déjà dormi au bureau. Adrien rougit légèrement. Elle raconte tout. C'était une très mauvaise journée. Il hésite, puis ajoute. Depuis que sa mère est partie, j'essaye de rentrer plus tôt. Enfin, j'essaie. Je ne réussis pas toujours. Camille le regarde un peu plus attentivement. Elle avait remarqué l'absence d'alliance, le ton légèrement hésitant d'Emma quand elle parle de sa maman,
Mais elle n'a jamais posé de questions. « Je suis désolée », dit-elle simplement. Adrien hoche la tête, sans entrer dans les détails. Il n'est pas encore prêt à tout raconter à cette femme qu'il connaît à peine. Mais il sent que quelque chose, en elle, comprend déjà sans les mots. « Et Lucas ?» demande-t-il doucement. « Il voit encore son père ?» Camille se fige un très léger instant. Un week-end sur 2, en théorie. Elle ne développe pas. Il entend dans ce « en théorie » tout ce qui n'est pas dit. Les promesses non tenues, les retards, les annulations de dernière minute, les déceptions avalées en silence. Les parents imparfaits, on connaît, hein? Tente-t-il avec un sourire. Elle laisse échapper un rire, un peu amer, un peu tendre. Disons qu'on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Les après-midi de maquette deviennent des rendez-vous. Chez Adrien, chez Camille. Les enfants construisent leur ville idéale, avec des rues au nom d'animaux, une patinoire géante et une bibliothèque ouverte 24 heures, 24, pour les gens qui n'arrivent pas à dormir. Les parents, eux, se découvrent en filigrane. Chez Camille, Adrien découvre un appartement vivant, avec des livres dans chaque pièce, des dessins de Lucas collés un peu partout, des plantes qui survivent tant bien que mal. Il se sent maladroit sur le canapé un peu usé, mais étrangement apaisé. Désolé pour le bazar, s'excuse-t-elle un jour où un panier de linge propre attend d'être plié. Si vous voyez ma pile de dossiers au bureau, vous vous sentirez beaucoup mieux, je vous assure, répond-il en riant. Lucas pose parfois des questions qui les prennent tous de court. Maman, pourquoi toi tu ne te maries plus jamais? Qui a dit ça? Tu l'as dit à Tata. C'est fini l'amour pour moi. Camille rougit jusqu'aux oreilles. Adrien détourne le regard, respectueux de l'intimité de cette phrase arrachée à un coup de fil. Mais une petite voix en lui se demande « Est-ce qu'elle le pense vraiment ?» De son côté, Emma n'est pas en reste. « Papa, tu trouves que Camille est jolie ?» demande-t-elle un soir dans la cuisine, alors qu'il remue une sauce tomate. Emma. « Quoi? Je demande juste. » Il évite la question, mais la vérité est là, silencieuse. Oui, il la trouve jolie. Pas d'une beauté spectaculaire, mais d'une beauté qui se dévoile dans un sourire fatigué, dans la façon dont elle se penche vers un enfant, dans son rire un peu rauque après une longue journée. Un soir, après une garde de 12 heures, Camille débarque chez Adrien les traits tirés. Ils ont promis aux enfants de finir la maquette, la date de rendu approche. Elle s'efforce de sourire, mais ses mains tremblent légèrement. « Ça va ?» demande Adrien en ouvrant la porte. Elle ouvre la bouche pour dire « oui » par réflexe, mais les mots s'étranglent. « J'ai perdu un patient aujourd'hui. » Lâche-t-elle finalement. Un jeune. On a tout essayé. Sa voix se brise. Adrien ne réfléchit pas. Il s'écarte pour la laisser entrer. Referme la porte, puis lui indique la cuisine. « Assieds-toi. Je m'occupe du reste un moment, d'accord ?» Elle proteste faiblement, mais finit par s'installer sur une chaise. Il lui sert un verre d'eau, puis un thé, puis simplement sa présence. Elle parle un peu, par saccades, la salle de réanimation, les gestes répétés, le regard de la mère du patient. Il écoute, sans chercher à régler quoi que ce soit, simplement là. Les enfants, sentant confusément que quelque chose est grave, jouent plus calmement ce soir-là. Lucas vient discrètement serrer la main de sa mère. Emma dépose un dessin à côté de sa tasse. 4 personnages cette fois. Une petite fille, un garçon, un monsieur, une dame avec un chignon. « C'est nous », explique-t-elle. « Parce que Lucas, il vient souvent ici maintenant, et toi aussi. » Camille regarde le dessin, puis Adrien. Il y a quelque chose dans son regard, ce soir-là, qui vacille. La certitude que l'amour est terminé pour elle se fissure d'1 millimètre. Comme souvent lorsque les choses commencent à prendre une teinte douce, la vie décide de tester leur solidité. Tout part d'un simple mail. Un vendredi matin, Camille reçoit un message sec de la directrice de l'école. « Madame Moreau, nous aurions besoin de vous voir en urgence concernant Lucas. Pourriez-vous vous rendre disponible à 16 heures ?»
Le cœur de Camille s'emballe. En urgence. Elle pense à un accident, un problème de comportement grave, une bagarre. Elle consulte son planning. Elle termine à 15 heures. C'est jouable, mais elle devra courir. À 16h05, essoufflée, elle se retrouve assise sur une petite chaise dans le bureau de la directrice, face à cette dernière, très droite sur sa chaise, et Adrien. Je ne savais pas que vous seriez là, souffle Camille en le voyant. Je viens d'arriver, répond-il doucement. On m'a appelé aussi. La directrice ajuste ses lunettes. Merci d'être venus tous les deux. Il ne s'agit pas d'un problème de discipline, rassurez-vous. C'est au sujet du projet de maquette que Lucas et Emma ont rendu. Camille fronce les sourcils. Il y avait un souci avec la maquette? Au contraire, elle était remarquablement bien faite. Elle sort des photos sur son ordinateur. Les bâtiments en carton, les parcs miniatures, la bibliothèque lumineuse. C'était d'un niveau étonnant pour des enfants de 8 ans. Adrien croise les bras, sentant venir quelque chose de désagréable. Vous insinuez qu'ils n'ont pas fait le travail eux-mêmes? La directrice prend un ton neutre. Disons que certains parents se sont interrogés, et l'un d'entre eux a signalé que M. Valmont, en tant que PDG dans la technologie, avait peut-être optimisé le projet de sa fille. Camille se raidit. Optimisé? On m'a parlé d'une maquette presque professionnelle. Adrien laisse échapper un rire incrédule. Vous pensez vraiment que je n'ai rien d'autre à faire que de construire une ville en carton pour impressionner des parents d'élèves? La directrice ne sourit pas. Ce n'est pas à moi de juger. Mais je dois m'assurer que tous les enfants sont évalués équitablement. Elle se tourne vers Camille. Lucas a expliqué qu'il avait fait une grande partie du travail chez M. Valmont. Il a aussi mentionné que M. Valmont l'aide souvent avec ses devoirs et qu'ils ont passé beaucoup de temps chez lui. Sous le regard neutre de la directrice, ces mots prennent une coloration étrange, presque accusatrice. Camille sent un fil de méfiance se tendre en elle, un vieux réflexe de protection. Vous voulez dire qu'Adrien aurait influencé le travail de Lucas? Demande-t-elle, la voix plus froide qu'elle ne le voudrait. La directrice soupire. Je vous laisse en discuter entre vous. Mon rôle est simplement de vous signaler que certains parents se posent des questions et que, pour l'instant, j'ai décidé de ne pas noter ce projet. Les mots tombent comme une sanction. En sortant du bureau, les épaules de Camille sont raides. Adrien tente un sourire. C'est absurde, n'est-ce pas? Elle ne répond pas tout de suite. Dans le couloir, des enfants courent, insouciants. Le monde semble normal, mais en elle, quelque chose se crispe. Lucas m'avait dit que tu l'aidais souvent, finit-elle par dire en tutoyant, comme elle le fait désormais en privé. Je ne savais pas que ça prenait cette ampleur. Je lui ai expliqué 2 ou 3 trucs, c'est tout. Comme toi tu l'aurais fait, non? Elle pense à son ex-mari qui, sous prétexte d'aider, reprenait tous les dessins de Lucas, corrigeait ses erreurs, ne supportait pas l'imperfection. Le jour où la maîtresse avait complimenté son travail, il avait souri avec fierté comme si c'était le sien. « Tu n'as pas voulu faire les choses à sa place ?» demande-t-elle, la voix serrée. Adrien se fige. « Tu crois que je suis ce genre de père ?» La blessure dans sa voix la surprend. Mais elle est trop bousculée pour la voir vraiment. « Je ne sais pas, Adrien. Je te connais peu. Je sais que tu es un PDG habitué à ce que les choses soient parfaites. Je sais que Lucas t'admire beaucoup. J'ai juste peur qu'il se sente moins capable sans toi. » Les mots dépassent sa pensée. Elle voit la colère passer dans le regard d'Adrien, mêlée à une autre émotion plus profonde, une douleur qu'il connaît trop bien. « Tu sais ce que j'ai entendu pendant des années ?» demande-t-il, la voix basse. « Que j'étais un père absent. Un homme qui pensait plus à ses chiffres qu'à sa fille. Alors maintenant qu'on m'accuse d'en faire trop, c'est presque ironique. » Camille ouvre la bouche, puis la referme. Elle repense à toutes ces fois où Lucas est revenu déçu du week-end chez son père, à toutes ses promesses brisées. Elle a développé une sensibilité exacerbée à tout ce qui ressemble de près ou de loin à une prise de pouvoir d'un adulte sur son fils. Et peut être qu'Adrien, sans le vouloir, a marché sur ce terrain miné.
Je ne veux pas te blesser, dit-elle. Mais je dois protéger Lucas. Et moi, je dois protéger Emma, répond-il. Et notre relation. Si tu doutes de moi à la première rumeur de parents frustrés, où est la confiance? Un silence lourd s'installe. Les enfants les rejoignent, tout excités, ignorant la tension. Maman, tu as vu nos photos de la maquette? Papa, la maîtresse a dit qu'on était très créatifs. Camille force un sourire. Super, mon cœur, on en parle ce soir, d'accord? Adrien, lui, se contente de caresser la joue d'Emma. On rentre, ma puce. Le soir même, Camille envoie un message à Adrien. Je préfère qu'on fasse une pause sur les après-midi chez toi. Lucas a besoin de temps avec moi. On se voit à l'école, bien sûr. Merci pour tout ce que tu as fait jusqu'ici. Adrien lit le message plusieurs fois. Les mots « faire une pause » résonnent cruellement. Il répond seulement « compris ». Puis il pose son téléphone et reste longtemps à regarder par la fenêtre, les lumières de la ville floues derrière ses yeux embués. Les jours suivants, ils continuent à se croiser à l'école, mais un voile est tombé entre eux. Les bonjours sont plus courts, les sourires plus rares. Les enfants le sentent, bien sûr. « Pourquoi Lucas vient plus chez nous ?» demande Emma. « Il est occupé avec sa maman », répond Adrien. « C'est important aussi. » Mais sa voix manque de conviction. Lucas, de son côté, interroge Camille. « On ne va plus chez Adrien ?»« Pas pour l'instant, mon cœur. »« Mais pourquoi ?»« C'est compliqué. » Il fronce les sourcils. Les grandes personnes disent toujours ça quand elles ne veulent pas expliquer. Elles détournent le regard, coupable. Un soir, Lucas refuse de faire ses devoirs. « Adrien, il expliquait mieux que toi. » La phrase la frappe en plein cœur. Elle répond trop vite, trop fort. « Eh bien, Adrien n'est pas ton père. » Lucas la regarde, les yeux pleins de larmes. « Je sais. » Il claque la porte de sa chambre. Camille se laisse tomber sur une chaise. Elle réalise qu'en voulant le protéger d'une éventuelle déception, elle vient peu. Être de lui en infliger une autre. De son côté, Adrien travaille encore plus. Il se réfugie dans les tableaux Excel et les dossiers à signer. La boîte connaît un moment crucial. Une levée de fonds importante est en cours. Les négociations avec un grand groupe pourraient changer l'avenir de l'entreprise. Il enchaîne les réunions, les appels. Une nuit, alors qu'il est seul dans la salle de réunion vitrée, il reçoit un appel d'un numéro qu'il ne connaît pas. « Monsieur Valmont, ici la juge aux affaires familiales. Votre belle-mère nous a saisis pour une révision des modalités de garde d'Emma. » Le monde se met à tanguer. Sa belle-mère, la mère de sa femme décédée, estime qu'avec son poste, il n'est pas en mesure de s'occuper correctement d'Emma. Elle évoque ses horaires, ses déplacements, ses nuits au bureau, celles où, justement, il sentait déjà la culpabilité le ronger. Il raccroche, la main tremblante. Les images défilent. Emma, qu'il aimerait coucher lui-même chaque soir, les repas pris à la va-vite, les rendez-vous manqués à l'école, Camille qui lui reproche peu, être d'en faire trop ou pas assez. Il a l'impression d'être pris dans un piège. Quoi qu'il fasse, il est en faute. Ce soir-là, il se surprend à penser. Peut être que Camille avait raison de se méfier. Peut être que je ne sais pas aimer sans tout contrôler. Deux solitudes se font face dans la même ville, séparées par quelques stations de métro et de nombreux non-dits. C'est finalement Lucas qui, sans le savoir, déclenche ce qui doit l'être. Un mardi, il arrive à l'école avec les yeux rougis. La maîtresse, inquiète, en parle à la directrice, qui décide de convoquer Camille. Cette dernière arrive en blouse d'hôpital, encore en tenue, le badge autour du cou. « Lucas a pleuré en classe ce matin », explique la maîtresse. « Il est inquiet pour beaucoup de choses, semble-t-il. Il a parlé de son papa, qui promet de venir et ne vient pas, de votre travail, de vos gardes, et aussi d'Adrien. Maybe le Rossin. Maybe le Rossin. » Camille se crispe. Qu'a-t-il dit? Qu'il ne comprend pas pourquoi il ne peut plus aller chez lui, qu'il se sent puni.
Les mots la frappent comme des gifles. Elle repart de l'école avec une boule dans la gorge. Arrivée au travail, elle fait son service mécaniquement, mais son esprit est ailleurs. Le soir, alors que Lucas dort enfin, elle s'assoit dans le salon, le téléphone à la main. Elle relit les anciens messages avec Adrien, les photos de la maquette, les selfies ratés des enfants avec leurs visages collés. Elle hésite longtemps, puis compose enfin son numéro. Camille, sa voix, à lui, est fatiguée, plus rauque que d'habitude. « Tu dormais ?»« Non. J'essayais de comprendre un contrat qui fait 3 fois ma taille. » Un silence. « Je suis désolé de t'appeler si tard, » commence-t-elle. « Mais, il faut qu'on parle. » Il y a dans son ton quelque chose de différent. Moins de distance, plus de fragilité. « Je t'écoute. » Elle prend une grande inspiration. « Je crois que j'ai eu peur. Quand la directrice m'a parlé, quand certains parents ont fait des remarques sur toi, sur ta position, sur l'aide que tu apportais, tout un tas de choses sont remontées. Mon ex-mari, sa façon de prendre toute la place, de décider pour Lucas, de se présenter comme le héros. Je n'ai pas fait la différence. J'ai projeté ça sur toi. » Adrien ne dit rien. Elle continue, la voix un peu tremblante. « Je t'ai jugé sans te parler vraiment, sans te laisser la chance d'expliquer. Et surtout, je n'ai pas écouté Lucas. Je voulais tellement le protéger de tout que je l'ai privé de quelqu'un qui lui faisait du bien. Il s'est mis à pleurer à l'école, à dire qu'il était puni. Ce n'est pas ce que je voulais. » Il ferme les yeux. Il imagine Lucas, ses grands yeux sérieux, et ressent une pointe de culpabilité. « Je suis désolé que tout ça te cause autant de soucis, » dit-il doucement. « Non, Adrien, je suis désolé, moi, parce que je crois que tu es exactement l'inverse de ce que je craignais. Tu n'essayes pas de prendre la place de qui que ce soit. Tu essayes juste d'être là, pour Emma, pour Lucas, pour moi, parfois. » Le cœur d'Adrien se serre. « Tu sais, » dit-il après un moment, « ma belle-mère a lancé une procédure pour remettre en question ma garde d'Emma. Elle dit que je travaille trop, que je suis incapable d'être présent. Alors quand on m'accuse en même temps d'en faire trop à l'école, j'ai eu l'impression que, quoi que je fasse, je suis en faute. » Camille reste un moment sans voix. Elle se rend compte qu'elle ignorait tout de ce combat-là. « Pourquoi tu ne m'en as pas parlé ? On venait à peine de se disputer. Je ne voulais pas paraître faible. » Elle sourit tristement. « Tu as le droit d'être faible, tu sais. PDG ou pas. » Un léger rire franchit ses lèvres. « S'il te plaît, continue de me le rappeler. » Il reste un long moment au téléphone, à mettre des mots sur les peurs, sur les blessures anciennes qui ont coloré leur réaction. Il parle de l'accident de la femme d'Adrien, de la façon dont il a tout jeté dans le travail pour ne pas sombrer. Il parle du mariage de Camille, de la violence subtile des remarques de son ex, de la façon dont elle s'est peu à peu éteinte avant de trouver la force de partir. « Tu comprends pourquoi je ne crois plus vraiment en l'amour ?» demande-t-elle à mi-voix. « Oui, je comprends. » Il hésite, puis ajoute. « Mais tu crois encore aux gens, non ? À la gentillesse, à la possibilité qu'on fasse mieux que ce qu'on a vécu. » Elle réfléchit. « Oui, je crois encore aux gens. À mes patients, à mes collègues, à mon fils. À toi, un peu. C'est peu. C'est immense. Est-ce qu'on pourrait recommencer ?» propose Adrien. « Pas comme avant, pas en se jetant dans un truc confus. Juste, recommencer à se faire confiance. Pour les enfants, et peut être pour nous. » Elle ferme les yeux. Dans son salon, la lumière d'une petite lampe dessine un halo chaleureux. Lucas dort juste derrière la cloison. Son cœur bat vite, mais une certaine paix s'installe. « On peut essayer », murmure-t-elle. Les semaines suivantes ne ressemblent pas à une comédie romantique parfaite. Il n'y a pas de décor de film, pas de musique de fond. Il y a des horaires de travail compliqués, des auditions chez le juge pour Adrien, des gardes de nuit pour Camille, des devoirs, des lessives, des repas simples. Pourtant, quelque chose a changé. Camille et Adrien se parlent. Vraiment. Quand un doute surgit,
Ils essayent de le nommer plutôt que de le laisser grandir dans l'ombre. « Je crois que je suis jalouse de ton ex-femme », avoue un jour Camille, surprise par ses propres mots. « Pas en tant qu'amoureuse, mais de la place qu'elle occupe encore dans ta vie. Elle fera toujours partie de notre histoire, à Emma et moi, » répond Adrien. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de place pour autre chose, pour quelqu'un d'autre. Il pose sa main sur la sienne, prudemment. Elle ne se retire pas. Lucas retourne chez Adrien, mais cette fois, les choses sont claires. Adrien est un adulte de confiance dans ta vie, lui explique Camille. Mais il n'est pas là pour remplacer ton père. Il est Adrien. Juste ça. C'est suffisant, je trouve, répond Lucas avec sérieux. Emma, de son côté, prend très vite l'habitude de glisser le mot « nous » dans des phrases qui combinent tout ce petit monde. On pourrait aller au parc tous ensemble, nous quatre. On pourrait faire un gâteau pour maman de Lucas et thé pour maman d'Emma. Enfin pour toi maman, et pour maman au ciel, propose-t-elle un jour, pleine de délicatesse enfantine. Ils apprennent à composer avec le passé sans le nier. À parler de la maman d'Emma sans que Camille se sente de trop. À évoquer le père de Lucas sans que la colère n'envahisse tout. Le jour de l'audience devant la juge, Adrien est terrorisé. Il a préparé des dossiers, des attestations, des plannings. Camille, malgré sa garde de nuit, insiste pour venir. « Tu es sûr ? Tu dois être épuisé, » proteste-t-elle. « Je suis sûr que tu seras encore plus épuisé si tu es seule là-bas, » répond-elle simplement. Dans le couloir du tribunal, elle lui prend la main. « Tu es un bon père, Adrien. Pas parfait, mais bon. Si la juge a un minimum de bon sens, elle le verra. » Quand il ressort, plusieurs heures plus tard, les yeux humides, il la cherche du regard. Elle est là, assise sur un banc, la tête contre le mur. Il s'assoit à côté d'elle. « On garde la garde alternée ?» demande-t-elle. Il hoche la tête, incapable de parler. Elle le prend dans ses bras, sans se soucier des regards. Il se laisse faire, lui qui a passé des années à tout contrôler. Il pleure un peu, en silence, contre son épaule. Elle sent ses larmes contre sa peau et n'essaie pas de les retenir. L'amour, le vrai, c'est aussi ça, avoir le droit de craquer. Quelques semaines plus tard, alors que le printemps commence à fleurir dans les squares de Paris, il décide d'emmener les enfants à la mer pour un week-end, rien d'extravagant. Un petit hôtel familial en Normandie, des seaux et des pelles, des glaces trop vite fondues. Sur la plage, Emma et Lucas construisent un château de sable ridicule et magnifique. On pourrait dire que c'est notre nouvelle ville idéale, lance Lucas en plantant un drapeau improvisé en bâton de glace. Camille et Adrien les regardent, assis sur une couverture, les pieds nus dans le sable. « Tu sais, » commence Camille, « je ne sais toujours pas si je crois en l'amour comme avant. Je ne crois plus aux grands trucs qui effacent tous les problèmes, qui garantit que plus rien ne fera mal. Je ne crois plus aux promesses qu'on fait à la légère. » Adrien acquiesce. Moi non plus. Elle tourne la tête vers lui. Par contre, je crois que je tiens à toi. Vraiment. Et que ce qu'on construit, c'est peut être encore plus précieux que l'idée de l'amour que j'avais à 20 ans. Il sourit, doucement. Moi aussi, je tiens à toi. Et je crois qu'on a déjà prouvé qu'on pouvait traverser des choses difficiles sans se détruire. C'est un bon début, non? Il hésite, puis ajoute « Je ne te promettrai pas de ne jamais te blesser. Ce serait mentir. Mais je peux te promettre de toujours parler, de toujours écouter, et de faire au mieux pour que Lucas et Emma grandissent dans un environnement où l'amour n'est pas synonyme de peur. » Elle sent ses yeux picoter. « C'est la plus belle promesse qu'on m'ait faite depuis longtemps, » murmure-t-elle. Il se penche légèrement. Elle ne recule pas. Le baiser qu'ils échangent n'a rien de spectaculaire. Il est doux, un peu hésitant, mêlé de sel et de vent. Les enfants les surprennent, bien sûr. « Burk !» s'exclame Lucas. « C'est pas Burk, c'est mignon », rétorque Emma. « Et puis, ça veut dire qu'on est presque une famille recomposée. » Camille et Adrien éclatent de rire, gênés et heureux à la fois. « On est quoi alors ?» demande Lucas, les yeux plissés.
Camille réfléchit. On est une équipe, propose-t-elle. Une équipe qui apprend. Adrien ajoute. Une équipe qui ne sera jamais parfaite, mais qui ne renonce pas. Les enfants semblent satisfaits de cette définition. Ils retournent à leur château, qui commence déjà à se faire grignoter par la marée. En les regardant, Camille se surprend à penser que, finalement, l'amour n'est être pas ce grand feu d'artifice qu'on lui avait vendu. Être que c'est plutôt ça. Une main qui ne lâche pas dans les couloirs d'un tribunal. Une présence à l'école quand on peut. Des maquettes de ville idéales faites à 4 mains. Un baiser un peu maladroit sur une plage de Normandie. Elle ne sait pas ce que l'avenir leur réserve. Être qu'ils se disputeront, qu'ils douteront encore, qu'ils auront peur. Mais elle sait une chose. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'a plus l'impression de marcher seule. Et Adrien, en glissant sa main dans celle de Camille, se dit qu'il n'est plus seulement le PDG au cœur brisé que tout le monde croit fort parce qu'il dirige une entreprise. Il est un père, un homme qui a souffert, qui a fait des erreurs, mais qui a choisi de recommencer à croire. Un jour, en regardant une mère célibataire qui disait ne plus croire en l'amour et qui, malgré tout, a décidé de lui ouvrir la porte. Ce n'est pas un conte de fées, c'est mieux que ça. C'est une histoire qui guérit. Une histoire qui, comme les châteaux de sable, peut être bousculée par les vagues, mais que l'on reconstruit encore et encore, parce que le simple fait de la bâtir ensemble en vaut la peine.